Bonsoir à tous. Ce soir, nous parlons d'un sujet sensible. Qui a tué Martinez Zogo? Alors que le procès de cet ancien chef d'antenne d'Amplitude FM se poursuit depuis 3 ans déjà, le capitaine Effoudou Aoussi Kenneth Romual, ancien chef du bureau d'enquête et de renseignement à l'état-major particulier du président Paul Biya, a fait une sortie explosive citant le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, comme le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Qu'est-ce qui justifie cette accusation de cet ancien officier de gendarmerie en exil après 3 ans de silence et de procès toujours en cours sur la recherche du meurtrier de Martinez Zogo? Peut-on accorder du crédit aux déclarations du capitaine Effoudou au moment où l'on sait que tout le pays est dans l'attente d'un remaniement ministériel et surtout de la nomination d'un vice-président qui aura la charge de terminer le mandat du président de la République en cas de vacance du pouvoir? Quelles peuvent être les conséquences d'une telle sortie sur le cours du procès de Martinez Zogo dans les prochains jours? Ce soir, nous voulons tenter de comprendre les raisons d'une telle accusation portée par le capitaine Effoudou. Et pour en parler, le journaliste senior, défenseur des droits humains, Alex Azébazé sera avec nous dans la deuxième partie de notre émission. Place au journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de Balafon Télévision. Révélation choc du capitaine Effoudou. Analystes et société civile réclament une enquête. Quelques heures après que l'ancien capitaine du renseignement présidentiel, Effoudou Aoussi, ait affirmé qu'il y a eu une tentative de coup d'État pour renverser le président Paul Biya, des analystes politiques et des acteurs de la société civile estiment que ces allégations sont trop graves pour être ignorées. S'ils réclament la mise en place d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur toutes ces accusations, ils s'interrogent aussi sur le silence du gouvernement jusqu'ici et sur la portée que pourrait avoir une telle enquête. Fran-René Marquez a recueilli les avis de ses experts et signe ce reportage pour le journal. Shocking revelations made recently by former head of intelligence at the presidency of the Republic, Captain Donald Effoudou Aoussi, have left many tongues wagging. Hours after his outing, members of the political class have questioned the government's silence, particularly regarding Captain Effoudou's declaration that there was arms trafficking to facilitate a coup d'etat. Akko John is a political analyst. If the declaration are right, that there was an attempted coup and that arms that were brought in were not even in consonance of the arms that have been imported by the regular military personnel. The political pundit is calling for a thorough investigation. The government of Cameroon is supposed to set on a lot of inquiries, or why not a commission, even though several of such investigations have never yielded any fruit. Cameroonians are waiting, and such information is sensitive. That an individual, a top-ranking military official on exile, makes such declarations and nothing is happening about it. Civil society actor Lucas Nji shares a similar view, but questions when such an investigation will take place. Would these things be subject to an investigation? If they will be subject to an investigation, that's cool. And we know that for some time now, the president has not been in the country, okay? And as released by the civil cabinet, that he is somewhere in Switzerland, and he is the only one that can order an investigation into some of these things as claimed by these top military guys. The startling revelations have also sparked debate among Cameroonians who are waiting with fingers crossed to see what happens next. Voilà, fin de règne du renouveau, guerre de succession ouverte au sommet de l'État. Il faut dire que c'est Ferdinand, est-ce qu'il faut dire que c'est Ferdinand Ngongo qui a commandité l'assassinat du journaliste Martinez Zogo?
Cette déclaration fracassante sur le procès en cours devant le tribunal militaire de Yaoundé est d'un officier de gendarmerie en exil qui accuse le secrétaire général de la présidence de la République d'être le cerveau de ce crime d'État contre l'homme de médias retrouvé mort en janvier 2023 dans une carrière abandonnée. Le capitaine Effoudou Romuald déclare et assume que c'est le ministre d'État, Ferdinand Ngongo, qui a tout orchestré pour ôter la vie au père des embouteillages sur les ondes. De même, l'ancien chef de bureau des renseignements à l'état-major particulier du président Paul Biya dénonce la persécution dont il est victime pour avoir informé Paul Biya d'une tentative de renversement de son pouvoir par son plus proche collaborateur. Si les hautes personnalités mises en cause dans cette dénonciation ne se sont pas encore prononcées, l'opinion s'interroge toutefois sur le timing de ce grand déballage du capitaine radié en 2024 des forces de défense et de sécurité. Jean-Paul Chouniat pour les détails. Cette volonté de tourner en rond au niveau de cette affaire vient du fait de M. Ngongo Ferdinand, qui est l'auteur, le commanditaire de l'assassinat de M. Martinez Zogo. Le tribunal militaire enquête de vérité dans l'affaire Martinez Zogo. L'ancien chef du bureau des renseignements à l'état-major particulier du président Biya, le capitaine Effoudou Romuald Aoussi, cite sans cligner des yeux le nom du présumé commanditaire de l'assassinat de l'animateur d'Amplitude FM. Capitaine Effoudou, Oui. vous dites aujourd'hui que Ferdinand Ngongo est l'auteur de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Je dis et je le répète, Ferdinand Ngongo est l'auteur, le commanditaire de l'assassinat de votre confrère Martinez Zogo. Ce que je suis en train de vous dire, le président Biya le sait. En exil depuis 3 ans, le capitaine de gendarmerie Effoudou Romuald brise ainsi le silence et révèle les raisons de son départ du Cameroun en 2023. Cet ex-officier de l'armée camerounaise accuse également le ministre d'État Ferdinand Ngongo d'être la source de tous ces malheurs pour avoir fait son travail en transmettant au président de la République un rapport confidentiel dénonçant une tentative de coup d'État contre son régime. Et en quoi Ferdinand Ngongo est-il une menace existentielle pour vous? Du moment où il a été exposé dans un plan bien ourdi contre l'État du Cameroun et contre le président Paul Biya. Ainsi déclare l'ex-capitaine, il s'est vu obligé de fuir le Cameroun pour sauver sa tête mise à prix par plusieurs hautes personnalités, dont Ferdinand Ngongo. Ce dernier n'aurait pas du tout apprécié la note de renseignement du gendarme soumis au chef de l'État Paul Biya. Si les révélations faites par l'ex-proche collaborateur de Paul Biya sont jugées très graves, sa sortie suscite cependant des interrogations sur le timing, à savoir pourquoi c'est maintenant que le capitaine Effoudou choisit de mettre à nu les agissements de Ferdinand Ngongo, ne relevant point du hasard, précise d'aucuns. Ce grand déballage du capitaine Effoudou est loin d'être anodin. Cela intervient juste à la suite des auditions du directeur adjoint du cabinet civil au tribunal criminel spécial dans l'affaire du faux décret nommant Oswald Baboké au poste de vice-président du Cameroun et sa présumée implication dans le scandale de vente frauduleuse de plus de 15 tonnes d'or du Cameroun à l'étranger. Ainsi, la bataille larvée entre les deux hautes personnalités a pour dénominateur commun la guerre de succession au fauteuil présidentiel pour le contrôle du pouvoir au sommet de l'État. Jusqu'ici, aucune réaction n'est mise en cause dans cette affaire depuis les révélations du capitaine Effoudou. Voilà, nous rappelons que cette affaire de Martinez Zogo, nous en parlons en deuxième partie de notre émission Le Grand Plateau. Ce sera avec Alex Azé-Bazé, défenseur des droits humains. Poursuivons notre journal avec l'affaire Patrick Mengue. Le tribunal tranche, la défense conteste. Dans l'affaire Patrick Mengue, le jeune homme est désormais fixé sur sa sentence. Le tribunal de première instance de Yaoundé l'a condamné ce lundi 27 juillet à 6 mois d'emprisonnement ferme pour outrage au président de la République. Il devra également s'acquitter d'une amende de 28 000 francs CFA, tandis que son téléphone ayant servi à la publication incriminé a été confisqué. La défense dénonce une décision injuste et annonce un appel dans le délai légal de 10 jours. Le point avec Sébastien Oyebe et Julien Bapungue. L'attente a pris fin ce lundi à la cour d'appel du centre de Yaoundé. Après plusieurs audiences, Patrick Mengue connaît désormais son sort. Il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme. Il a été mis en détention provisoire le 24 avril 2026.
dont certainement il sortira le 24 octobre 2026. Pour la défense, cette décision suscite une profonde incompréhension. Nous avons l'impression que la justice n'a pas été indépendante parce qu'il faut noter que l'infraction était outrage au président de la République. Ça fait quand même peur lorsqu'on est en train de juger une affaire et qu'on a pour infraction le chef suprême de la magistrature. Ça fait quand même peur. Nous nous adressons devant votre caméra pour supplier le chef d'État, garant de l'indépendance de la justice, de commencer par convoquer le Conseil supérieur de la magistrature. Nous en avons grand besoin parce qu'à un moment donné, les personnes se sentent en danger, ils sentent que peut-être ils seront affectés, peut-être ils seront frappés. Par contre, si on commence à avoir des décisions de justice qui refusent la prière, comment nous allons encore vivre dans un pays où il faut veiller et prier pour pouvoir s'en sortir au quotidien? La défense annonce qu'elle fera appel du jugement. Elle dit espérer qu'un nouvel examen du dossier permettra, selon ses termes, de rétablir le droit. En attendant, Patrick Mengue devrait rester détenu jusqu'à l'épuisement des voies de recours ou l'exécution de sa peine, conformément aux décisions de justice. Voilà, quittons les dossiers de justice pour entrer dans le conflit foncier à Bagna. Les villageois soulagés après une directive administrative. Les habitants de Bagna, dans l'arrondissement de Douala 5e, posent un ouf de soulagement après que l'administration ait ordonné l'arrêt immédiat des empiètements sur leurs terres. À l'issue d'une séance de travail, le premier adjoint préfet a instruit les chefs traditionnels de Mbagna ainsi que les sous-préfets de Douala 1er et 5e, aux côtés des responsables de la défense et de la sécurité, de veiller à ce qu'il n'y ait plus de conflits entre les villages de Mbagna et de Mbonamouan. Il a prévenu que tout manquement à cet ordre entraînera des sévères sanctions. Théodonto et Fondrené Marquez nous donnent tous les détails dans ce reportage. The customary and land dispute between the Mbanya and Bonamwang villages in Akwa may be approaching its final phase following a working session held with the first Deputy Senior Divisional Officer of RI. The official ordered an immediate halt to hostilities. Moses Bebe Tonde, a notable of Mbanya chiefdom, explains. Le premier adjoint qui s'est saisi de l'affaire a instruit les deux sous-préfets de l'arrondissement de Douala 1er et celui de Douala 5e à ce que rien ne puisse se passer. Le commandant du groupement de gendarmerie qui était présent a aussi pris acte pour nous dire que quiconque s'aventurait à mettre le pied là où le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a été intronisé et élevé au grade de Soyambe, la dignité suprême dans la culture Sawa sera pris comme quelqu'un qui a un frein aux instructions du prophète. The village now asserts its sovereignty and will not tolerate any interference, as reiterated by the permanent secretary of the chiefdom. Bagna se retrouve maintenant une chefferie souveraine où personne ne pourra donc plus intégrer ou s'immiscer alors que cela a été homologué. Vous verrez donc que pour ce qui se passe aujourd'hui, la chefferie supérieure de canton Akwa prend Bagna comme un bloc qui est compris dans le village Bonamouan, ce qui est tellement faux. Mbagna ne pourra jamais intégrer le village Bonamouan puisqu'il se trouve logé dans l'arrondissement de Douala 5e. Et Bonamouan reste dans l'arrondissement de Douala 1er. The cause of the dispute stems from the fact that the Akwa Canton considers Mbanya village to be a block under Bonamwang. This decision has been categorically rejected by the villagers.
Voilà, vidéo intime en ligne. Quelles conséquences? L'exposition de la vie intime prend des dimensions inquiétantes sur les réseaux sociaux. Certains jeunes vont jusqu'à partager des vidéos de leurs propres ébats sexuels sur la toile, un phénomène qui alimente les débats sur l'influence du numérique, la recherche de notoriété et l'évolution des repères sociaux. La pratique de plus en plus visible interroge en réalité sur les motivations de cette jeunesse. Les explications du psychosociologue, le professeur Maurice Somo, dans cet élément que nous propose Linda Wininyasa. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Des bancs publics chantés par Georges Brassens en 1953 aux écrans de smartphone en 2026, l'amour et l'intimité ont changé d'époque. Aujourd'hui, des vidéos à caractère pornographique circulent en quelques secondes sur les réseaux sociaux, parfois diffusées par leurs propres auteurs. Dans la recherche constante de la célébrité chez les jeunes, ils pensent que ce genre de choses, notamment des images à caractère pornographique qu'ils tournent, pourraient d'une façon ou d'une autre les rendre célèbres. C'est pourquoi de plus en plus, vous allez trouver qu'ils vont le faire, ils vont filmer, mais ils ne s'arrêtent pas à filmer, mais ils vont plus loin en les diffusant. Mais derrière ces actes à caractère obscène se cachent parfois des blessures souvent invisibles. Il y a des jeunes qui ont un certain nombre de frustrations dans le cadre de leur vie, qui sont amenés à se libérer. Des jeunes sont amenés à se libérer des frustrations qu'ils ont en reproduisant des images qui leur sont interdites, en reproduisant des choses qui leur sont interdites. Et donc, du coup, on ne va pas dire que c'est des psychopathes, mais on va dire que c'est des jeunes normaux, mais qui en réalité se prêtent à ce genre d'images parce qu'ils sont poussés par des forces intérieures. Pour le psychosociologue, parents, écoles, plateformes numériques et pouvoirs publics doivent assumer leur part de responsabilité afin de mieux encadrer les jeunes face aux dérives du numérique. Il va de soi que l'éducation va toujours rester, n'est-ce pas, le levier le plus important sur lequel il faut appuyer pour sortir de ce créneau. C'est-à-dire que ceux des jeunes qui tournent ces images doivent être pris en charge à la fois par des familles, par les établissements et même par la société à travers des communications et même par les médias à travers certaines communications pour dire que cela n'est pas bien. À l'heure où un simple clic peut exposer une vie entière, préserver son intimité n'est plus seulement une question personnelle, c'est un véritable enjeu de société. Voilà, nous reviendrons sur ce sujet demain s'il n'y a pas de changement de dernière minute. Allocation familiale, la deuxième phase face au défi de la mobilisation. Plus de 118 000 agents publics allocataires restent encore attendus dans le cadre de l'opération d'audit des allocations familiales. Alors que vient de débuter la deuxième phase de collecte, plusieurs défis persistent. Le gouvernement prescrit une mobilisation accrue pour assainir le fichier des bénéficiaires. Sébastien Oyebe ainsi que Julien Bapongé. À l'issue de la première phase de l'opération d'audit des allocations familiales, le constat est préoccupant. L'opération affiche un taux de participation de 34,2%, un niveau jugé insuffisant pour atteindre les objectifs de cette opération d'assainissement. 61 856 allocataires ont été recensés et 301 083 actes de naissance ont été collectés. Ces résultats constituent une base importante. Ils demeurent néanmoins en deçà de nos attentes, puisqu'environ 118 950 allocataires restent encore à couvrir au cours de la deuxième phase. Pour accroître la participation, une deuxième phase de l'audit a été lancée. Du 25 juillet au 15 août 2026, les agents publics sont invités à déposer leurs dossiers auprès des banques partenaires et des bureaux du Trésor public afin de conserver le bénéfice des allocations familiales et de contribuer à l'assainissement du fichier des bénéficiaires. Ils doivent se présenter dès l'ouverture des sites, munis de l'ensemble des pièces requises afin de faciliter la collecte et d'éviter de longues files d'attente observées à la fin de la première phase. Il importe toutefois de rappeler qu'au terme des délais d'enrôlement, les allocations familiales payées au titre des enfants non recensés seront retirées du fichier solde.
jusqu'à la clarification de la situation des bénéficiaires concernés. Le défi reste majeur. Plus de 118 000 allocataires sont encore attendus, avec une faible participation dans la région du centre, estimée à 15,9%, contre 52,3% dans les autres régions. La phase d'authentification permettra ensuite de vérifier les documents collectés et de clarifier les éventuelles incohérences relevées dans certains actes de naissance. Voilà, vous êtes en direct de Balafon Télévision et vous regardez dans le grand plateau, dans cette deuxième partie justement de notre émission. Nous allons entrer avec l'analyse de Roland Tsapi. Alors, en ce qui concerne ce qui fait débat dans cette deuxième partie, justement, je le disais, de notre émission, M. Roland Tsapi nous propose une analyse pour voir les signes d'une fin de règne, les révélations et contre-révélations sur les frasques des uns et des autres dans l'entourage du président de la République, auquel le Cameroun a droit depuis ces dernières semaines, ne laisse aucun doute sur la fébrilité dans les cercles du pouvoir à Yaoundé. Le règne s'essouffle, des armes se fourbissent. Roland Tsapi. L'histoire nous enseigne à travers les fables de La Fontaine les mésaventures de fin de règne. Par coïncidence, la fable qui nous intéresse ici est intitulée « Le lion devenu vieux », la 14e extraite du livre 3 publié en 1668. Je cite. « Le lion, terreur des forêts, chargé d'âme et pleurant son antique prouesse, fut enfin attaqué par ses propres sujets, devenu fort par sa faiblesse. Le cheval s'approchant lui donne un coup de pied, le loup un coup de dent, le bœuf un coup de corne. Le malheureux lion, languissant, triste et morne, peut à peine rugir par l'âge astropié. Il attend son destin sans faire aucune plainte qu'en voyant l'âne même à son antre accourir. « Ah, c'est trop, lui dit-il. Je voulais bien mourir, mais c'est mourir 2 fois que souffrir tes atteintes. » Fin de citation. L'œuvre a fait l'objet des analyses et des critiques et tous sont unanimes sur le résumé. La fable décrit la chute d'un lion, autrefois craint, qui, affaibli par l'âge, est attaqué par ses anciens sujets, y compris le cheval, le loup et le bœuf. Résigné, il endure ses attaques, mais se révolte à l'idée d'être humilié par l'âne, considéré comme le plus bête des animaux, préférant la mort à une telle indignité. Le sens et la leçon que les exégètes en dégagent sont d'abord la perte du pouvoir. Le lion perd sa force avec l'âge. Ceux qui avaient peur de lui avant en profitent pour se venger. Ensuite, l'humiliation suprême. Même l'âne, symbole de la bêtise et de la faiblesse, vient l'insulter. C'est la pire des douleurs pour le lion. Enfin, la morale, qui est que la vieillesse et la faiblesse font perdre tout respect et supporter les attaques des plus faibles est pire que la mort elle-même. L'auteur dénonce-t-il le lâche comportement des sujets qui parfois ont mangé dans la main du roi et qui tirent sur l'ambulance, où la fable s'adresse-t-elle à la royauté afin de lui donner une précieuse leçon, à savoir que les victimes n'oublient pas. La morale surtout interpelle. L'âne qui est réputé lâche vient profiter de la faiblesse du lion pour lui mettre une dernière. Le lion exprime son lâcher-prise en disant que subir un coup de l'âne serait comme mourir une première fois. On comprend ici que l'arrêt des battements du cœur n'est pas la première mort. Le premier décès social se produit lorsque même le plus lâche de vos sujets ne vous porte plus aucun respect. An pour an, cette fable est écrite il y a 358 ans, mais décrit une fin de règne contemporaine avec des appellations contemporaines. La réalité des batailles de succession à Yaoundé signe d'une fin de règne. Ce texte littéraire est aussi à l'origine de l'expression « le coup de pied de l'âne » désignant un coup porté à un adversaire déjà terrassé. Attention, cette histoire n'est que de la fiction et toute ressemblance avec les faits réels ne serait que pure coïncidence. Voilà, chers téléspectateurs, ce soir, nous parlons d'un sujet sensible, celui du commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Eh bien, on s'interroge jusqu'à ce que nous ayons des révélations et des déclarations explosives du capitaine, justement, Effoudou, qui a déclaré il y a quelques jours
que c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui a commandité l'assassinat de l'ancien chef d'antenne d'Amplitude FM, justement. Et nous allons essayer de comprendre les raisons de cette déclaration. Quand même 3 ans déjà que le procès se poursuit, 3 ans où il a gardé le silence. Pourquoi maintenant? Et pour en parler, justement, nous avons avec nous le senior journaliste Alex Azebazé, défenseur des droits humains. Bienvenue une fois de plus sur notre plateau, Monsieur Alex Azebazé. Bonsoir, madame. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Voilà. Alors, qui a tué Martinez Zogo? La justice est en train de rechercher à travers les moyens légaux et institutionnels qui lui sont autorisés. Même si je dois rappeler que personnellement, je n'ai pas confiance en la justice militaire. Mais malheureusement, c'est devant elle que cette affaire a été portée. Je ne sais pas si c'est parce que sa compétence a été retenue, parce qu'il y a des hommes, parmi les personnes, les suspects, il y a des personnes qui relèvent des métiers d'armes. Parce que la loi sur le code de justice militaire prévoit que toutes les infractions commises par voie d'armes sont déférées ou relèvent de la compétence du tribunal militaire. Quand je finis de dire ça, je dis, il ne revient pas à un journaliste ou à un citoyen de répondre à la question qui, à l'instant où nous parlons, fait l'objet de toute la procédure qui est pendante devant le tribunal. Et en l'espèce, on est dans une phase du procès qui devrait, si notre justice avait suffisamment donné la preuve de son indépendance, on dirait qu'on est dans une phase intéressante, c'est-à-dire la phase des interrogatoires publics. Les interrogatoires publics sont importants dans une procédure en ce qu'elle sort la procédure de son caractère secret, lequel secret nous est souvent opposé aux journalistes, est souvent opposé même aux personnes participant de la procédure, notamment les différents officiers ministériels, qu'il s'agisse des officiers de police judiciaire, qu'il s'agisse des juges d'instruction, ou bien qu'il s'agisse y compris des avocats constitués pour défendre les différentes parties. Et sous ce rapport-là, même si moi, quelqu'un me disait que tel est le meurtrier de Martinez Zogo, notre confrère, homme de médias, dont nous avons dénoncé vivement et fermement son meurtre. Son meurtre. Et même s'il n'avait pas été homme de médias, le meurtre d'un citoyen, sans procédure judiciaire formelle, l'ayant condamné à l'issue d'une procédure transparente à une peine d'emprisonnement, non pas à perpétuité, mais avec exécution sur la place publique, est une atteinte grave qui met en cause l'État. Parce que dans l'espèce, il a été suffisamment rapporté que les personnes qui ont, à tout le moins, mis en œuvre et planifié cette opération-là, relèvent d'un corps de l'État qui, pour nous, est un corps central, essentiel. Est-ce que c'est sous ce rapport-là que ce témoignage dont vous faites, en tout cas auquel vous faites allusion, parle? Personnellement, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Sans témoignage, et comme tout témoignage, n'ayant pas été fait dans le cadre de la procédure, il mérite un intérêt, l'intérêt de la justice. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par l'intérêt de la justice? C'est-à-dire que si on veut nous montrer, à tout le moins, que la procédure qui est en ce moment pendante et qui se déroule devant la justice militaire est transparente, objective et intégrale. L'affaire n'ayant pas encore connu de décision, d'ailleurs, dans l'histoire des grands procès, on est revenu
comment je dis, à des faits, lorsque des éléments nouveaux sont apparus. Tout à fait. Je dis bien que c'est un témoignage, mais c'est un témoignage fait hors canaux judiciaires. Et parce que c'est fait à travers les médias et les publics, nous attendons, nous demandons que les autorités compétentes, notamment les autorités en charge de l'instruction de ce dossier, en tout cas, même pas, on n'est plus seulement à la phase de l'instruction, de l'instruction en chambre, alors, procède aux réquisitions nécessaires pour que ce personnage-là ou cette personnalité-là puisse venir confirmer devant les instances habilitées les déclarations médiatiques. Il faut quand même dire que cette révélation, du moins cette déclaration, intervient 3 ans après que Martinez Zogo ait vraiment perdu la vie dans de circonstances. Et été assassiné, mutilé. Et voilà, assassiné. Il n'a pas perdu la vie. Il n'a pas, oui, ça c'est vrai, c'était un crime crapuleux. Tout à fait. Tout le monde l'a dénoncé, du moins tout le monde entier en avait été choqué. Et aujourd'hui, 3 ans après 3 ans de silence, un capitaine, par exemple, le capitaine Effoudou qui vient le dire, est-ce qu'on n'est pas en droit de s'interroger sur le moment où il fait cette déclaration, parce qu'on sait quand même que le pays est dans un état de statu quo au niveau j'ai envie de dire, de la nomination d'un vice-président, le pays est dans l'attente d'un remaniement ministériel, du moins les cartes sont en train de se jouer. Est-ce qu'une telle déclaration peut avoir une certaine crédibilité dans un tel contexte? Marinette, je vais vous étonner, ceux qui veulent s'interroger sur le moment, c'est leur problème. Ce n'est pas mon problème en tant que citoyen. Tout témoignage, quel que soit le moment d'une procédure, qui peut aider à la manifestation de la vérité, est toujours le bienvenu. Maintenant, qui suis-je, qui sommes-nous pour interroger le moment choisi par un individu qui est, et ce n'est pas nous qui l'avons recruté, utilisé comme employé, à l'endroit ou de la position en tout cas qui est la sienne et qu'il utilise comme prétention de crédibilité. C'est quand même au moment des faits, il est chef du bureau des renseignements de l'état-major du président de la République. Et cette affaire-là, on a beau dire tout ce qu'on veut, on sait très bien que l'essentiel des procédures et des instructions, je parle des instructions administratives cette fois-là, sont venues de la présidence de la République. Est-ce que ces instructions-là ont pu laisser ouvertes toutes les pistes, toutes les possibilités, en tout cas pour une enquête sérieuse, rigoureuse et transparente? J'estime que c'est une bouteille jetée dans la mer, il est utile, il est nécessaire qu'elle soit approfondie. Elle ne peut pas être approfondie. Nous, en tout cas le journaliste qui l'a interviewé, moi je salue son boulot. Il a fait son job. Maintenant, on ne va pas lui faire grief d'avoir interrogé un monsieur que la justice, ou qui aurait pu, en tout cas de manière, de manière autonome, se rendre devant la justice pour dire j'ai des éléments, j'ai des informations qui peuvent aider à la manifestation de l'affaire. Il ne l'a pas fait il y a 3 ans, il l'a fait aujourd'hui. Dieu merci, la procédure n'est pas encore close, il n'y a pas encore de décision, même pas en première instance. A fortiori en appel ou de manière définitive. Donc, c'est un témoignage, il vaut ce qu'il vaut. Certains disent qu'il n'est pas crédible, d'autres disent, au regard de son poste stratégique, de son poste à l'époque, et je rappelle quand même qu'aujourd'hui, c'est un monsieur qui est révoqué de l'armée. Bien sûr. Moi, j'ai vu circuler une décision. Je n'ai pas mené une enquête pour savoir, parce que maintenant, il y a tellement de choses qui sont diffusées. Exactement. Je n'ai pas mené d'enquête pour savoir si elle est fondée ou non. Mais à l'entendre, lui, dans une interview que j'ai écoutée, il semble avoir des problèmes avec la présidente de la République, qui était son employeur. Quand je dis la présidente de la République, je ne veux pas dire avec le secrétaire général de la présidente de la République, ou le président de la République, ou le directeur du cabinet civil, ou le directeur adjoint du cabinet civil. Je constate que c'était un employé de la présidente de la République. Il était au service de l'État, à la présidente de la République, dans un lieu qui est extrêmement important, l'état-major particulier du président. Est-ce que les gens savent ce que c'est que l'état-major particulier du président de la République? Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais c'est le pendant au niveau au niveau du président de la République, du ministère de la Défense.
C'est-à-dire, c'est cet outil-là, c'est cette institution-là qui est chargée, au sein de la présidence de la République, de faire tout le travail que les autres structures classiques de sécurité, de police et de sûreté doivent faire pour la sécurité de l'État, et donc du premier d'entre nous qui est le président de la République. Et donc quelqu'un qui était chargé, qui était chef du bureau de renseignement, s'il parle aujourd'hui, après sa révocation, ou 3 mois après les faits, pour moi, c'est à prendre. Je ne dis pas que ce qu'il dit est vrai, mais je dis qu'il est important que si nous voulons, quand je dis nous, je parle de notre État, veut être pris au sérieux, il ne peut pas passer par perte profit, comme j'entends. Certains disent que non, c'est un élément des batailles de clans, peut-être il appartient à un clan contre un autre. Mais quelqu'un appartiendra toujours à un clan, surtout dans un pays qui a été gouverné, tel que nous critiquons tous les jours. Il n'y a plus. L'État ne semble plus être cette immanence à laquelle nous devrions vouer un culte, de sorte que quand quelque chose sort de l'État ou de ceux qui incarnent l'État, les institutions de l'État, que nous y croyons comme ceux qui croient à la parole biblique. On ne croit plus à la parole de l'État, y compris au plus haut niveau. Et du coup, pourquoi est-ce que celle de ce monsieur-là, M. Effoudou, doit être plus illégitime que celle des autres agents de l'État? C'est la grande question. Alors, aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il y a un silence. Silence, tout à l'heure, on a vu, il y a quand même des experts, du moins des personnes de la société civile qui ont réagi. Mais aujourd'hui, au sein du gouvernement, c'est pour l'instant le silence et on a envie de s'interroger. Que j'ai envie de dire, ces déclarations-là, est-ce que ça peut avoir une influence sur le cours du procès? Puisque le jeune homme n'est pas dans le territoire, est-ce qu'il peut être exploité tout de même? Le Cameroun dispose des conventions de coopération judiciaire avec un certain nombre de pays, avec plein de pays, y compris, en tout cas, dans mes recherches, il m'a été donné de constater qu'il vit en France, que ce monsieur-là vit en France. Donc, le problème n'est pas là. Si le Cameroun, quand je dis le Cameroun, je parle de nos institutions, parce qu'on nous annonce, on nous répète tous les jours qu'il y a des institutions qu'il faut respecter et il y a des gens qui incarnent les institutions. A contrario, nous, en tant que citoyens et défenseurs des droits humains, journalistes en plus, nous disons que les institutions doivent chaque fois faire leur boulot pour nous rassurer. Parce que si un monsieur comme ça fait de telles déclarations, on laisse la rumeur, dit que non, c'est pas crédible parce que lui, il aurait des comptes à régler, je ne sais pas quoi, avec ceux qui l'ont viré, mais ceux qui l'ont révoqué. Mais sauf que c'est un être humain. C'est un être humain. Crédible ou pas crédible, il a fait des déclarations qui sont aujourd'hui publiques. Il est essentiel que l'État du Cameroun, comment je vais dire, mobilise les moyens et les ressources nécessaires pour établir un début de commencement de ces déclarations-là, leur réalité ou non de cela. Et c'est tout ce que nous demandons chaque fois que nous observons qu'il y a des dénonciations. Quand il y a des dénonciations, on ne doit pas laisser que chaque citoyen rentre chez lui en considérant que parce que je suis proche de tel ou tel autre, cette dénonciation-là est vraie ou elle fausse, parce qu'elle gêne tel ou tel ami. L'État doit faire son boulot. Et l'État, je répète, c'est des institutions. Et ces institutions-là existent. On ne peut pas laisser une telle sortie être passée par perte et profit au prétexte que ça participe de la guerre dite des clans qui auraient au plus haut niveau de l'État. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que... Parce qu'en plus, en tant que journaliste, je sais qu'aucun dossier n'est jamais arrivé sur ma table. En tant que journaliste, simple, ou rédacteur en chef, ou directeur de publication, s'il n'y a pas quelqu'un qui y a un intérêt, c'est à nous, en tant que journalistes, de faire notre boulot en sachant où est l'intérêt du public sur le dossier dénonciateur qui est sur notre table. S'il n'y a pas l'intérêt du public, moi, je ne trouverai jamais nécessité à, comment je le dis, à publier une histoire que quelqu'un vient me raconter, que tel dans sa chambre a fait ci ou avec sa femme, en quoi c'est l'intérêt du public. Par contre, si un responsable public, on vient me dire qu'un responsable public
utilise son bureau pour faire du trafic d'influence, utilise son bureau pour faire du trafic d'êtres humains. Ça relève de l'intérêt public. Et moi, en tant que journaliste, j'en parle. J'en parle pour que les autorités, les institutions qui sont compétentes, parce que malheureusement, le rôle du journaliste n'est pas de trancher, n'est pas de décider. Il met en lumière les choses qu'on cache. Ce que notre confrère Morgan Palma a fait, on ne va pas lui demander de devenir juge. Bien sûr. Il a donné la parole à une personne qui vit, qui est établie, dont il n'a été établi nulle part qu'il est dément. Donc il est atteint d'une démence. Bien sûr. Il a parlé. Maintenant, aux autres de faire leur boulot. Voilà. Et quand je dis les autres, ce n'est pas tout le monde, c'est les autorités, en tout cas les institutions de la République. Ces institutions-là, c'est la justice. Voilà. Moi, je ne parle pas de l'administration, je parle bien de la justice et rien d'autre. On parle de la justice et justement, au-delà de cette déclaration sur celui qui serait le commanditaire de la mort de Martinez Zogo, le capitaine Efodou fait encore allusion à un coup d'État qu'il aurait déjoué. Lui Efodou. Lui qui non. Honnêtement, il était chef du bureau de renseignement, d'accord. Justement. Mais est-ce qu'il peut... Selon son point, du moins, sa position stratégique pourrait lui donner l'occasion d'avoir des informations clés. Oui. Sans jamais me prononcer sur le fond des déclarations. Je constate que ça parle beaucoup dans l'entourage du président de la République. Il ne vous a pas échappé qu'il y a 1 an et demi ou 2, il y a des audios qui ont circulé où le chef d'état-major particulier du président de la République, oh non, le conseiller spécial du président de la République, il est contre-amiral dans l'armée, où il y avait un certain type d'échange entre lui et un certain nombre de personnes, où en même temps qu'il se justifiait de ne pas être ce qu'on prétend qu'il ne... Mais ça parle beaucoup. Et quand ça commence à trop parler à des niveaux où on parle renseignement, il faut bien se dire qu'il y a une question centrale d'éthique et de déontologie dans la gestion de ces corps-là, dans le management de ces corps-là. Pourquoi est-ce qu'en interne, on n'arrive pas à gérer les désaccords qui peuvent y avoir sur peut-être la manière de mener telle ou telle opération, la manière de suivre telle situation, et de sorte que leurs membres doivent se répandre souvent avec des personnes à qui on accorde des statuts. Vous vous rappelez de l'affaire Mbapou? Je ne sais pas qui il est dans la République, mais il est apparu qu'il était très lié à un certain nombre de personnalités, y compris de la sécurité. Donc quand Efodou parle, je ne fais pas comme les autres en disant il part de nulle part. Je constate que, et ce n'est pas simplement la présidence, c'est presque dans tous les milieux de la sécurité de l'État aujourd'hui, où on a l'impression que beaucoup d'acteurs de ces services pourtant essentiels à notre sécurité, à nous tous, à la sécurité de l'État, à la sécurité des citoyens, sont malheureusement mêlés à des choses qui n'ont rien à voir avec l'impérium professionnel et républicain. Justement. Et pour revenir un peu sur ce qu'il y a lieu de faire, on est en train de... Oui, c'est bien que je ne veux pas me prononcer sur la dénonciation, la prétention à avoir déjoué un coup d'État. Tout à fait, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous et vous avez le choix de répondre à ça. Voilà. Bon, vous êtes journaliste, vous avez l'habitude des situations pareilles, vous avez l'habitude d'investiguer et surtout d'avoir une lecture d'avance sur ce qui peut arriver grâce à votre expérience. Aujourd'hui, on est face à un silence gouvernemental et ce silence peut perdurer. Comment interprétez-vous si dans les prochains jours, l'État du Cameroun, comme on a dit tout à l'heure, la justice ne se prononce pas, ne réagit pas et ne prend pas au sérieux ces déclarations du capitaine Efodou? Pour vous, qu'est-ce que ça peut signifier? Il y a tellement de choses sur lesquelles l'État devrait fixer, situer les citoyens depuis un moment. Mais l'État ne se prononce pas. Quand je dis l'État ne se prononce pas, c'est que l'État est embarrassé. L'État du Cameroun est dans ceux qui incarnent les institutions. Mais c'est eux qui sont là dans la rue. Quand on voit, ce n'est plus vous et moi. Hein. Bien sûr. Et donc, du coup, vous voulez que le ministre de la Communication, le pauvre, excusez-moi de l'appeler le pauvre, c'est bien. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour notre ministre. Mais vous voulez que lui vienne parler de quoi? Celui qui doit parler dans ce dossier-là, c'est les services de la présidente de la République. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui était au cœur du dispositif de sécurité du chef de l'État et de l'institution qu'on appelle la présidence, fait des déclarations qui sont quand même choquantes, à défaut d'être simplement émouvantes. On
on devrait s'attendre à ce que, en tout cas, on s'attend à ce que de manière très formelle, il y ait une sortie pour refuter ces propos-là ou pour clarifier un certain nombre de points. Ce que j'ai vu jusqu'ici, j'ai vu un document anonyme de la gendarmerie nationale qui essaie de présenter ce bonhomme-là, en tout cas qui présente ce bonhomme-là comme un ripou. C'est leur droit. Mais quand je dis c'est leur droit, un document qui n'est pas signé n'en est pas. Bien sûr. C'est un tract. Donc, si on procède comme cela, c'est qu'il y a quand même un souci. Nous attendons les mises en cause que ce bonhomme a faites à l'endroit de la gendarmerie, à l'endroit de certains services de la présidence de la République, à l'endroit de certains services même du ministère de la Défense, que des réponses, des explications soient données aux Camerounais. Parce que, comme je le dis souvent, l'exercice du mandat public, qu'il soit administratif ou politique, est destiné à assumer des charges. Et les charges ont certes des privilèges, notamment le fameux article 2. La personne qui est nommée aura droit aux avantages de toute nature selon la réglementation. Mais il ne faut pas réduire la fonction étatique à cela. Il y a que quand on exerce une fonction au sein de l'État, on doit être au-dessus de tout soupçon. Et chaque fois que, même à tort, il y a une dénonciation qui est faite, il faut clarifier. Et clarifier, c'est la meilleure façon de construire la confiance des citoyens à l'égard de leurs institutions, à l'endroit de l'État, à l'endroit de ceux qui incarnent cet État-là. Et c'est tous ces gens que ce bonhomme cite qui incarnent l'État. Ce n'est pas vous et moi, pour une fois. Bien sûr. Alors, on va mettre un terme à notre débat. Avant de partir, il y a une chose qu'il faut relever. C'est que le procès de Martinez Zogo se poursuit. Ça, c'est une chose qui est indéniable. Bien sûr. Ça se poursuit. Bon, à quoi doit-on s'attendre? Est-ce qu'on est en train de partir vers une case départ au niveau des enquêtes? Ou alors, on va tout simplement continuer des choses comme si de rien n'était? Quelle est l'attitude que la justice devrait avoir à ce moment où nous sommes dans une sorte de déclaration qui vient de donner l'impression qu'il y avait juste une perte de temps au niveau... Je ne préjuge pas de ce que la justice va faire. Mais ce que je sais... À quoi doit-on s'attendre, en fait? Ce que je sais, c'est qu'en toute bonne pratique d'administration de la justice, quand il y a des éléments nouveaux, des témoignages nouveaux, la justice, la bonne justice, j'entends, elle s'intéresse à ces déclarations-là. Si ces déclarations-là sont confortées par leur auteur de preuves, d'éléments matériels, d'éléments factuels, mais bon sang, pourquoi voudriez-vous que la justice continue le procès alors que... continue sans intégrer ces pistes-là? Parce que la vérité, ce n'est jamais écrit d'avance dans un crime qui a été fait dans le secret. La vérité n'apparaît qu'à l'issue d'un effort d'enquête, de recherche sans exclusive. Et si on s'enferme sur une voie, c'est comme si on a tracé une décision à l'avance. Non, si on le fait, ça montrera que notre justice n'est pas indépendante, que notre justice n'est pas préparée ou n'est pas préparée à se saisir de tous les faits ou de tous les faits potentiels, je préfère dire faits potentiels, qui peuvent l'aider à trouver la réponse. La réponse. La réponse. On peut finir un procès sans trouver de commanditaire d'un assassinat. Parce que, et contrairement à vous peut-être, je ne suis pas partisan de ce qu'on condamne quelqu'un sur la base des doutes. Écoutez-moi bien. Oui, quand vous dites contrairement à vous, moi je ne comprends pas très bien. Contrairement à un certain nombre de confrères et de ça me rassure. Qui pensent souvent que dès qu'on a interpellé les gens, ou dès que le nom de quelqu'un a cité, ça veut dire qu'il est coupable. Voilà. Ah non, il faut s'assurer, la bonne justice, c'est celle qui investigue. Au bout des enquêtes, tant qu'elle n'a pas de faits établis, elle se montre réservée. Elle se montre réservée parce qu'il vaut mieux, et on dit ça, un adage, et les juristes qui m'entendent le savent, mieux que nous, il vaut mieux laisser en liberté un suspect
dont on n'a pas de preuve de son implication plutôt que d'envoyer un innocent dont on n'a pas pu démontrer la culpabilité avec des preuves et des moyens de charge établis. Voilà. On est en train de justement sortir et j'aimerais quand même que nos téléspectateurs sachent ce qui peut arriver au cas où la justice camerounaise réussit à avoir des preuves de ces déclarations. Quelle peut être la suite de l'affaire? Est-ce qu'il y aura une extradition du capitaine Effoudou ou alors... Je ne comprends pas. Pourquoi vous parlez en termes d'extradition? Mais si lui, je vous ai dit qu'il existe des techniques judiciaires. Les commissions rogatoires sont faites pour faire quoi? Les commissions rogatoires en droit processuel, c'est que la justice d'un pays, la justice du Cameroun, si elle veut entendre une personne qui est résidente en France ou aux États-Unis, elle saisit par voie diplomatique les autorités françaises, américaines ou canadiennes ou tout autre. Comme ces pays la font aussi. Vous savez très bien qu'il est arrivé qu'on interpelle au Cameroun des personnes qui avaient commis des infractions aux États-Unis. Vous n'avez pas vu un procès se dérouler sur le territoire camerounais pour cela. Donc, qu'est-ce que j'entends? Le monsieur qui parle là, pour l'instant, il n'est accusé de rien. Oui. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance qu'il ait été... Peut-être qu'il est poursuivi dans le cadre d'autres dossiers, mais dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, qui fait l'objet de mon invitation sur ce plateau, je n'ai pas souvenance qu'il soit accusé de qu'il soit suspect de quoi que ce soit. Par contre, lui fait des déclarations qui mettent en cause des personnes dont certaines sont des personnalités de la République. J'estime que la première démarche à faire, c'est de prendre les dispositions nécessaires pour que lui soit entendu pour confirmer ces faits-là. Et la deuxième phase sera de confronter ces déclarations à ceux qu'il a mis en cause. C'est comme cela que les bonnes enquêtes se font. Voilà. C'est ici que s'achève notre entretien. Merci Alex Azibazé d'être venu et d'avoir éclairé justement notre public, nos téléspectateurs sur ce qui est en train de se passer. Donc je pense que les choses sont claires. Et si vous avez un dernier mot, vous pouvez le dire avant de partir. Mon dernier mot, c'est ce que j'ai dit au début. C'est que la justice camerounaise joue profondément sa crédibilité autour de ce dossier. Pour suivre ce dossier, j'avoue que n'étant pas basé à Yaoundé, je ne suis pas toutes les audiences tous les jours. Mais j'ai quand même entendu des experts qui ont été commis par le commissaire du gouvernement ou dans le cadre comme témoin, rapporter qu'il y a des téléphones, il y a des pièces censées être sous-scellées qu'ils n'ont pas pu exploiter. Moi, en tant qu'observateur de fonctionnement de la justice, ça laisse un goût de quelque chose qui questionne sur tout ce qui est en train de se passer. Comment est-ce qu'on a pu ne pas accéder aux communications de téléphones qui étaient pourtant en main de police? Quand je dis en main de police, c'est-à-dire de la gendarmerie nationale, puisque la commission mixte qu'on avait déclaré le chef de l'État avoir mise en place, était composé des éléments de la gendarmerie et de la police. D'ailleurs, un officier de la gendarmerie, qui est le chef de la gendarmerie dans notre région, à l'époque, il était à Yaoundé, et il a témoigné l'autre jour comme témoin du ministère public. Et vous avez très bien entendu des questions qui lui ont été posées. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il flotte dans l'air comme je ne veux pas parler d'enquête bâclée. Oui. Il y a énormément de questions qu'un certain nombre de personnes exigeantes se posent sur tout ce qui remonte lors des audiences publiques. Et c'est très important, justement, que ces questions soient posées et qu'on ait des réponses. Voilà. Les Camerounais ont droit de savoir. Les Camerounais ont le droit de savoir. Merci d'être venu. Je vous en prie. Merci également à vos chers téléspectateurs. Qui a tué Martinez-Zogo? La question reste en suspens. Le procès se poursuit. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain, si Dieu le veut. Bonne soirée.